Nous sommes le mardi 8 décembre 2020, c'est l'heure de la revue de la presse israélienne en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Et Daniel, c'est reparti pour un tour. Israël se dirige vers un couvre-feu nocturne qui pourrait bien se transformer en troisième confinement, en tout cas si les directives ne sont pas respectées. Oui, décidément, cette épidémie est sournoise. Ces derniers jours, on parlait de vaccins pour le début de l'année civile et d'espoir de pouvoir enfin maîtriser cette épidémie. Mais non, eh bien, les choses sont bien plus complexes. Et comme l'indique le Israël Hayom en manchette ce matin, le vaccin est bel et bien en route puisque des dizaines de milliers de doses sont attendues cette semaine en Israël. Mais le couvre-feu nocturne, lui, est déjà là. Et la décision du cabinet restreint Corona d'imposer ce couvre-feu nocturne à partir de demain soir est abondamment commenté dans l'ensemble des quotidiens. À partir de demain soir, couvre-feu nocturne annonce simplement le Yediot Aharonot en haut de sa première page. Et le Maariv de préciser couvre-feu nocturne, mais les manifestations anti-Bibi ne seront pas limitées comme si elles étaient sacro-saintes. Le Haaretz va plus loin encore et nous indique en page d'ouverture de son site que ce couvre-feu nocturne devrait se prolonger jusqu'au 2 janvier et que, s'il n'obtient pas les résultats escomptés, il pourrait se transformer en un troisième confinement. Parmi les mesures annoncées hier soir, le maintien de la réouverture des centres commerciaux jusqu'à l'heure d'entrée en vigueur du couvre-feu et la poursuite de la réouverture progressive des musées. Par contre, pas le moindre espoir pour l'instant pour les spectacles, concerts, théâtres, bref, ce n'est pas demain que nous retournerons au cinéma. Enfin, les Israéliens de retour de l'étranger devront se faire tester, et s'ils refusent, ils seront conduits d'office dans les hôtels Corona. Dans le Israël Hayom, le professeur Arnon Afek explique cette dualité entre l'arrivée prochaine du vaccin et la décision d'imposer un couvre-feu. Le taux de morbidité a augmenté ces derniers jours et ce taux est bien plus dangereux que le vaccin, écrit-il. Un vaccin qui semble d'ailleurs inquiéter aussi les équipes médicales. Selon un sondage en page intérieure du Yediot, 30% des médecins israéliens ne sont pas prêts à se faire vacciner. Ce matin, on est donc partagé entre l'inquiétude du couvre-feu et l'espoir du vaccin. Entre inquiétude et espoir, c'est également la nature du cri du cœur que le Israël Hayom a choisi de répercuter ce matin. Ce cri, c'est celui du chanteur Yizhar Cohen. Vous savez, celui qui a remporté l'Eurovision en 1978 avec son célèbre Abanibi. Eh bien, hier, en commission parlementaire du Corona, Yizhar Cohen a été la voix de ceux qui vivent de leur voix, mais qui restent sans voix face à la fermeture maintenue des salles de spectacle. Pas de concert, pas de pain pour nous et nos enfants, a affirmé Cohen hier, visiblement ému. Mais Yizhar Cohen ne s'est pas contenté d'étaler sa douleur, il est venu avec une proposition de relance de ce secteur paralysé depuis près d'un an, dans l'espoir de convaincre les politiques et les sanitaires qui sont maîtres de son sort. Quant au Yediot Aharonot, ce matin encore, il accorde sa priorité à ces petites entreprises qui ont fait faillite ou qui s'apprêtent à fermer. Et le grand quotidien nous invite à nous promener dans la rue Malachi, au centre de Jérusalem. Jusqu'au Corona, cette rue débordée d'activités commerciales, aujourd'hui, elle est silencieuse après que de nombreux magasins aient définitivement mis la clé sous le paillasson. Une rue sans issue, titre ce matin le Yediot. Une voie avec issue, par contre, ce pourrait être le titre de l'information qui se rapporte au juge Meni Mazouz, qui est abondamment commenté ce matin. Le juge Meni Mazouz est un personnage connu en Israël. Avant d'être nommé à la Cour suprême, il a été le controversé conseiller juridique du gouvernement, l'homme qui a envoyé Ehud Olmert en prison. Hier, à 65 ans, il a annoncé sa décision de quitter son prestigieux fauteuil en avril prochain. Pour des raisons personnelles, a-t-il dit. Alors pourquoi un tel engouement dans la presse de ce matin ? Eh bien parce que ce départ ouvre la course politique à la nomination de son successeur et l'on devrait donc assister à un gigantesque bras de fer entre les libéraux et les conservateurs, ou plutôt entre la gauche et la droite, pour déterminer qui donc lui succédera. En attendant ce bras de fer juridique, c'est un bras de fer politique que poursuivent Bleu Blanc et le Likoud avec une interrogation. Quand et comment la Knesset sera dissoute ? En effet, au sein de Bleu Blanc, on se demande s'il est préférable d'aller au bout de la procédure de dissolution entamée la semaine dernière ou s'il est préférable plutôt d'attendre le 23 décembre prochain, date à laquelle, vous le savez probablement, si le budget de l'État n'est pas voté, le Parlement devra s'autodissoudre. Certains estiment qu'en allant jusqu'au 23 décembre, Bleu Blanc pourra plus facilement persuader l'opinion publique que c'est Netanyahou et parle de parti centriste qui est le responsable de ces
nouvelles élections. Mais attention, parallèlement, les portes d'un compromis restent entrouvertes et en consultant les quotidiens, on comprend que dans cette partie de poker politique, rien n'est encore joué. Et puis pour terminer, Daniel, vous achevez cette revue de presse par ce titre qui allie à la fois sport et diplomatie, football et normalisation, mais aussi racisme et lutte contre ce fléau. Oui, nous avons maintes fois parlé d'histoire pour qualifier les étapes rapides de la normalisation entre Israël et les Émirats ou entre Israël et le Bahreïn. Mais qui aurait pu miser un shekel sur l'information incroyable qui s'est affichée hier après-midi sur les pages d'ouverture des sites israéliens et qui s'inscrit ce matin à la une de tous les quotidiens. Beitar Jérusalem, le grand club de football de la capitale, a été racheté par un cheikh émirati, Hamed Ben Khalifa, de la famille royale, qui a déposé un chèque juteux de 115 millions de shekels sur le bureau de l'actuel propriétaire du Beitar, Moshe Hogeg. On le voit ce matin brandir le maillot jaune et noir de l'équipe fanion d'Israël. Alors pourquoi incroyable ? Eh bien tout simplement parce que le Beitar Jérusalem, plusieurs fois champion d'Israël et également par tradition le club le plus anti-arabe du football israélien. Mais ce rachat a été rendu possible justement grâce à Moshe Hogeg qui s'est promis de modifier radicalement l'image raciste du club, quitte à se confronter, s'il le faut, avec ses supporters. Moshe Hogeg ne semble pas au bout de ses peines, car pour le noyau dur des supporters racistes du Beitar, les ultras, ce que l'on appelle la familia, pas question d'accepter un tel contrat, même si cela peut conduire le club de Jérusalem vers des sommets peut-être européens. Nous allons nous battre contre cette vente, affirment donc les supporters du Beitar Yerushalayim. Histoire, titre le Yediot Ahronoth en première page en expliquant le caractère si particulier de ce marché. Mabrouk au Beitar Jérusalem, renchérit le Israël Hayom en annonçant qu'au cours de la prochaine décennie, les Émiratis ont l'intention d'investir 300 millions de shekels.